Les idées dans la pub, c'est comme les spermatozoïdes, il y en a des millions, et pourtant il n'y en a qu'une seule qui réussit, qui est la bonne. Et son métier est de la faire exister. Son métier, c'est un peu lourd. Chaque soir, il s'endort sur une petite catastrophe et chaque matin, il se réveille sur un miracle. Il est là quand il ne faut pas y être et il n'est pas là quand il faut y être. C'est un battleur moderne, un funambule du commerce, un saltabanque de la consommation, un amoureux de l'image, un accro de l'imaginaire, un apôtre du fantasme. Il a entre ses mains un outil absolument fou, une machine à fabriquer du rêve et il ne s'est pas privé de l'utiliser. Il a écrit « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel ». Nous recevons ce soir Jacques Séguéla, bonsoir. Waouh, ben, je peux m'en aller, tout a été dit. Hein. Adieu. L'émission est finie. Jacques Séguéla, bonsoir. On va repartir de votre toute petite enfance. Vous étiez un enfant absolument terrible. Vous racontez que vous preniez votre fourchette et la plantiez dans les fesses du surveillant. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'étais fils unique d'une famille de médecins. Mon père était radiologue. C'était le premier radiologue à Perpignan. La radiologie, à l'époque, c'était une science. Donc, c'était une sorte de connétable du pays. Ma mère était médecin. Et mon père avait d'ailleurs rapté ma mère, qui était d'une grande famille noble, et le forestier. Lui était roturier. Et donc, ma grand-mère avait refusé ce flirt. Et lui, ils étaient étudiants en médecine à Montpellier, avait pris m'avait pris ma mère par la main et en même temps pris le train pour Paris et n'étaient jamais revenus. Et ils ont fait leurs études à Paris. Donc moi, je suis né comme ça de parents étudiants qui sont allés s'installer à Perpignan. Jusque-là, tout va bien, j'ai une enfance dorée. Très important, à 5 ans, je rencontre Jean-Claude Baudon, avec qui je vais partir faire le tour du monde, qui va changer ma vie. Et je me souviens, c'était dans la petite place de Perpignan. Moi, j'avais un cerceau, il avait un tambour. Et je ne sais pas qui dit à l'autre, prête-moi ton tambour, je te prêterai mon cerceau. Et on va fêter nos 80 ans d'amitié. Ça, c'est la plus belle histoire de la vie. 80 ans d'amitié, où on ne s'est jamais quitté. Il m'a encore envoyé un mail tout à l'heure. Et vous est arrivé des histoires terribles avec des filles qu'on accroche à des... Exact. Et donc, pour en arriver au coup de fourchette, mon père avait fait ses études Montpellier-Rennes chez les pères jésuites. Il pensait que son fils ne pouvait qu'être éduqué par les jésuites. À l'époque, c'était très chic d'être éduqué. Maintenant, ça allait moins, mais c'était très chic d'être éduqué par les jésuites. Donc, je me suis retrouvé à Montpellier, interne. Et je n'ai pas supporté ça. C'était prison break. Mes parents étaient à 200 km, mais à l'époque, il n'y avait pas de week-end. La télévision n'existait pas, mais le week-end non plus. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Donc mon père, qui était en plus le médecin-chef de l'hôpital, travaillait le samedi, et il ne pouvait pas venir me voir à Montpellier, qui n'était qu'à 200 km, parce que en train, c'était pratiquement impossible, et en voiture, c'était une expédition. Donc, je me sentais seul et désarmé. Et je suis devenu un bon petit diable. Et à 13 ans, vous inventez l'asthme, parce que sur le chemin de l'allergologue, il y a Francette. Oui, non, mais ça, c'est un peu plus tard. Alors, on en est au coup de fourchette. Oui, bon, l'émission va durer... Vous voulez rester sur ce coup de fourchette. L'émission va durer 3 heures, donc on a tout le temps. Bon, donc, étant pensionnaire, j'ai été le souffre-douleur de ce nasillon. Il était là un soir dans le dortoir. Il avait une petite casemate là, etc. Il se faisait frire des œufs et il me narguait. Il m'avait agenouillé devant une règle de fer et il était là. Bon. Et il y avait une fourchette qui traînait et je ne sais pas ce qui m'a pris. Un geste de voyou. J'ai pris la fourchette, Jacques, dans les fesses. Elle n'est pas rentrée d'ailleurs, mais il a poussé une hurlante pas possible. J'ai été viré. Voilà. Alors, tu veux parler de Francette? Francette, on peut parler de Francette, évidemment. À 13 ans, vous inventez que vous avez de l'asthme, parce que sur le chemin de l'allergologue, il y a Francette. Exactement. Et j'étais chez les jésuites, et donc je faisais le mur quand ils ne voulaient pas me laisser partir. C'est le plus beau sourire de ma vie. Elle était dans une école de bonnes sœurs, tout ça était très chrétien, et j'allais la regarder sortir sans oser lui dire que je l'aimais, chaque fois que je le pouvais.
Et donc, elle est restée la femme impossible de ma vie. Il faut toujours avoir une femme impossible ou un homme impossible. Parce qu'on sait que demain, peut-être, dans une autre vie, je aurai Francette dans mes bras. Alors c'est terrible parce qu'à l'époque, vous vous déguisez en peintre en bâtiment pour vous échapper. Et votre voisine... Ah oui, absolument. Je vois, vous connaissez bien votre vie. Absolument. Non, mais ça, c'est encore une... Je crois un cambriolage. Non, mais tu mélanges tout. Après, quand j'étais... donc, j'ai été viré chez les Jésuites, je suis arrivé à Perpignan, j'ai été libéré, donc externe. Et là, je suis devenu fou. Et tous les soirs, je faisais le mur pour aller au cinéma. Et pour faire le mur, on avait une maison, la clinique était en bas, il y avait des étages de vie, et puis moi j'étais dans les greniers. Je passais par les toits, et j'ouvrais un vasistas, je sautais sur le sol, et je tombais 2 maisons plus loin que la mienne, qui n'étaient pas fermées à clé. Et donc je revenais par le même... Et un jour, je saute par le vasistas et je tombe dans un lit, parce que c'était une chambre de bonne qui avait été louée, avec un cri d'horreur du mec qui était là. Je m'enfuis et le lendemain, il vient voir mon père. Ils m'ont dit votre fils est venu violer ma femme. Enceinte. Votre femme enceinte. En plus, violeur de femme enceinte. Et mon père lui dit mais vous êtes complètement malade. Mon fils n'a pas quitté la maison. Mais si, il est tombé par le truc. Bon. Et mon père n'a jamais cru à l'histoire. Donc ça s'est arrêté là. Je n'ai violé personne. Et puisqu'on a des anecdotes croustillantes, je vois, il faut raconter comment est née votre passion pour Vuitton. C'est-à-dire vous surprenez votre tante au lit. Ah oui, encore une autre histoire. Ma tante, non, c'est pas ma tante, c'est mon c'est ma grand-mère. Il me perturbe avec ces trucs. Vous êtes sûr dans votre livre, c'est votre tante? Non, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'appelait Lydia Le Forestier, qui a été la première chirurgien osseuse diplômée femme. Donc c'était la célébrité de Montpellier. Elle ne soignait que les gens très riches. Et elle était elle-même la petite fille d'une rebouteuse qui soignait par des médecines spéciales et qui lui avait légué son don, mais en lui disant « Tu ne les appliqueras, mes pommades, que si tu as un diplôme de chirurgien. » C'est pour ça qu'elle avait passé son diplôme de chirurgien. Et elle mélangeait la vraie médecine et la médecine d'apothicaire et elle faisait des miracles. Arrivé chez elle, alors des milliardaires, de la Rochefoucauld, des grands noms comme ça, qui n'avaient pas pu être soignés, qui ne marchaient pas, et elle les faisait marcher. Mais elle mettait 6 mois à 1 an de pommade, matin et soir, etc., pour les soigner. Et un jour, je dormais chez elle le jeudi, qui était la journée de sortie, et je me promène dans l'appartement, je vois la porte entrouverte, et je regarde par la porte, et je vois ma grand-mère avec un homme dans son lit. Elle avait été mariée, et elle avait viré son mari, qui était le forestier, elle s'était acheté finalement une lettre de noblesse, et je suis stupéfait. Et il y avait une malle, et cette malle était ouverte comme ça, et il n'y avait que des cravates. Et le mec qui était dans le lit de ma grand-mère est un prédicateur américain, très célèbre à l'époque, qui faisait le tour du monde comme ça, qui était malade de cravates. Et donc, il fallait qu'il ait ses 100 cravates pour choisir la cravate qui était la cravate du jour pour lui. Mais alors, que s'est-il passé avec cette grande valise Louis Vuitton ? Je ne sais pas, il ne s'est rien passé. On parlait de votre histoire d'amour avec une valise. Non, c'est là d'où est né votre Vuitton mania. Voilà. Ah bon, bah oui. Ah bon, d'accord. Alors, d'accord. Pourquoi ? C'est comme ça que pour la première fois, j'ai vu une valise Vuitton de ma vie, etc. Donc, je me suis passionné par ça. Et dès que j'ai monté mon agence, je suis allé voir les Vuitton pour leur proposer de faire leur publicité. Et à l'époque, c'était 3 frères et une sœur qui se disputaient, qui se chamaillaient. Et chacun voulait voir ce que je faisais avant l'autre. Mais la marque est née comme ça. Et je me souviens que j'ai créé mon premier slogan, qui était l'âme du voyage. Et Vuitton a toujours comme slogan l'âme du voyage. Et Vuitton est toujours dans l'agence. Incroyable. Alors, vous êtes terrible parce que pour plus aller en cours, vous faites une lettre au proviseur
Mon fils est atteint de tuberculose. Encore une autre histoire. Il faut le confiner. Ah oui, on va les enchaîner. On Comment adore les faire? Il histoires. faut le confiner dans un sanatorium. Voilà. Alors, donc, je faisais chapeau la nuit en violant au passage les femmes enceintes. Bon. Une autre histoire. Et pendant la journée, comme j'étais fou de cinéma, j'avais été pensionnaire complètement privé de tout, et j'allais tous les jours au cinéma, ce qui a failli être le drame de ma vie, parce que de la clinique de mon père au lycée, il y avait un cinéma, et je ne pouvais pas passer devant le cinéma sans rentrer dans le cinéma. Et c'est comme ça. Mon histoire, c'est quoi? Une histoire de vous inventez que vous étiez atteint de la tuberculose. Alors, c'est ça. qu'il faut C'est ça. confiner. Et donc, ça a duré pendant 15 jours. Et puis après, j'ai paniqué. J'ai dit, mais maintenant, comment je fais? Comment le proviseur va appeler mon père et lui dire, votre fils n'est pas là. Donc, j'ai commis un deuxième crime. Enfin, il y en a eu tellement d'autres. Bon, je suis descendu dans son bureau. Il y avait une machine à écrire Hemingway. Il a tapé dessus. Mon fils est atteint d'asthme. Je suis obligé de l'envoyer à Font-Romeu, qui était la station à côté de Perpignan. Donc, il ne sera pas là pendant tout le trimestre. Mais je ne savais pas ce que j'avais fait. Parce que j'étais en cavale. Et cavale, c'est terrible. Même les forbans disent quand tu es en cavale, il faut beaucoup d'argent. Parce que moi, j'étais obligé de me lever à 8 h du matin. En hiver, il fallait que je m'abrite. Il faisait très froid. J'avais même pas de quoi me payer un café au lait et un croissant. Donc j'étais hébergé par les petits vieux qui jouaient à la belote, qui m'ont d'ailleurs appris à jouer à la belote et toutes les combines de la belote, etc. Et qui m'offraient Si vous faisiez vos bulletins aussi. Et qui m'offraient. Et c'est grâce à eux que j'ai pu faire de faux bulletins, que j'ai fait imprimer par un imprimeur. Parce que tout le problème des faux bulletins, j'avais 5 ou 6 garçons, 5 ou 6 copains qui me soutenaient, à qui je faisais aussi des faux bulletins. Pour faire des faux bulletins, il faut avoir des écritures d'adultes. On ne peut pas avoir des écritures de jeunes. Et il fallait avoir une écriture pour le professeur de grec, une écriture pour le professeur de latin, pour le professeur de mathématiques, dont tous mes copains avec qui je jouais à la belote, qui étaient tous des rentiers ou des retraités, me servaient de plumes. Bon. Et c'est comme ça que j'ai été premier, deuxième, très rarement troisième de la classe, mais j'ai mis 8 fois à passer mes bacs. Je suis dans le Guinness Book des records. Parce que comme j'ai complètement... j'ai continué après, donc j'ai complètement raté la première, je ne suis pas allé. J'ai eu un mal fou à rattraper, et à l'époque, on n'avait pas le droit de passer plus de 8 fois ces bacs. Donc on était scratchés des universités. Bon, et il y a eu un moment... Je m'étonne que tu n'aies pas retenu l'histoire. Mon père a dit à ma mère, il se passe quelque chose. La boulangerie ça vient après la boulangerie. Bon, mais c'est le début de la boulangerie. Ah, donc mon père dit à ma mère, il y a un problème avec cet enfant. C'est pas possible, il a des notes quand même extraordinaires, mais devant les examens, il perd tous ses moyens. J'ai vu que l'Éducation nationale avait embauché des spécialistes de carrière qui sont là pour faire des études psychologiques pour diriger les jeunes en mal d'examen. Et donc je pars avec ma mère à Paris, je ne connaissais pas Paris, ma mère était belle comme tout, moi j'avais 15 ans. Et on arrive... dans un immeuble vétuste, minable, 2 étages à pied, je n'avais même pas d'ascenseur. C'est ça, l'Éducation nationale. Et j'ai un mec un peu décati devant moi qui me dit, écoutez, on va faire les tests. Alors, c'est un test de Rorschach, il me montre, il me dit des papillons, il me dit, alors qu'est-ce que vous voyez? Moi, comme j'étais très rebelle, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de pourri qui se mêle de ma vie et qui veut me psychanalyser? Donc je lui ai répondu, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et ma mère était là à côté de moi. Et à la fin, il fait ses tutos, il dit à ma mère, écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais cet enfant n'a absolument aucune capacité intellectuelle. Il faut le destiner vers des travaux manuels. Ma mère se lève, comme une bombe. Elle me prend par la main et elle me dit, mon fils,
Le cancre, c'est pas toi, c'est lui. Viens, je t'amène au théâtre. On est allé au théâtre voir une pièce, je m'en souviens encore, de Pierre Brasseur, le fils de Claude Brasseur qui nous a quittés il y a quelques semaines, bon, qui était Ken. Et ma mère, le lendemain matin, a téléphoné à mon père. Elle lui dit: je ne rentre pas de la semaine. J'ai compris quel était le problème de Jacques. Il n'est pas du tout fait pour être dans la médecine ou ailleurs. Je vais révéler sa créativité. Et tous les matins, on est allé visiter une galerie. Tous les après-midi, on est allé visiter un musée différent. Tous les soirs, on a vu parfois deux fois, de pièces de théâtre. Et en une semaine, elle m'a révélé. Et je suis venu totalement transformé à Perpignan. J'ai fait la pharmacie pour faire plaisir à mon père, parce qu'il me dit tu es tellement maladroit, tu te bloques dans les examens, tu vas les tuer. Donc, dès la première année de pharmacie, c'était une année particulière. À l'époque, une année de stage où on apprenait les plantes médicinales. Et moi, j'adorais ça. J'ai toujours adoré la botanique. Et j'avais un préparateur dans cette... Parce qu'à l'époque, les pharmaciens faisaient eux-mêmes, surtout c'est une pharmacie, un quartier très pauvre à Perpignan, ils faisaient leurs médicaments eux-mêmes, qui étaient beaucoup moins chers que les vrais médicaments, mais qui étaient tout aussi efficaces. Mais il fallait connaître les différentes plantes. Et l'examen de première année se passait là-dessus. Et lui, tous les jours, il m'a appris une plante différente. Il m'a appris à faire les médicaments. J'étais son préparateur. Bon. Et j'ai été major. Mon père, il est allé voir le recteur, il dit: vous devez vous tromper. Parce que mon fils ne peut pas être major. Il ne sait pas passer les examens. Je suis désolé, vous voyez le papier. Et il m'a offert une de chevaux. Et ça a changé ma vie. Parce que je suis parti le lendemain faire le premier raid d'une voiture en 2 chevaux, de Perpignan à Karachi. Je ne sais pas pourquoi Karachi est une ville immonde. Elle était déjà immonde, elle est encore toujours. Bon. Mais ça a duré 3 mois. Je sais pas quoi, non, la voiture, elle était bonne à jeter à la casse quand elle est revenue. Mais j'étais avec Baudot et on a là fait le serment qu'on allait finir nos études et partir faire le premier tour du monde d'une voiture en 2 chevaux. Ce qui a évidemment changé ma vie. Et juste avant ça, vous avez oublié une anecdote. C'est le jour où vous avez fait tirer dessus. Vous étiez... Non, mais ça, c'était... oui, bon. Donc, je faisais mes études de pharmacie. Perpignan était une ville joyeuse et assez libertine. Et, les garçons de 25 ans, 27 ans se mariaient à 30 ans, avec des jeunes filles qui étaient toujours un petit peu plus... des jeunes femmes qui étaient un peu plus jeunes qu'eux, qui devaient avoir 25, 27 ans. Ces mariages marchaient pendant 4 ou 5 ans, et puis il y avait un tel libertinage que tous les maris trompaient leurs femmes, etc., et vice-versa. Et donc, ces jeunes femmes des familles un peu riches de la ville se disputaient les petits jeunes à qui elles apprenaient l'amour. Bon. Et donc, c'était une sorte de rite de cette ville qui avait cette réputation, d'ailleurs, de légèreté. C'était fait, d'ailleurs. Tout le monde savait tout. Il n'y avait pas de... Bon, c'est bien de mettre la faute sur la ville. Voilà. Et donc, la première femme de ma vie a été une femme mariée. Parce qu'à l'époque, je pense que vous n'êtes pas aussi bête que ça, le rêve, c'était d'avoir une femme mariée. Je ne sais pas pourquoi. Toujours. En plus, bon, je sais, c'est stupide. C'est stupide. Bon, je me prends une gifle. Voilà. Bon. Un jour, j'étais à Montpellier dans une petite chambre de bonne, etc. Quelqu'un frappe à la porte, c'était le mari qui me tire dessus. Et puis j'ai la cicatrice encore là, mais il m'érafle simplement. Ah oui, donc vous avez gardé la cicatrice. La cicatrice est là, la cicatrice est là. Lui s'est rendu compte de la monstruosité du truc. Donc, ça saignait un peu. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, on va aller à l'hôpital. Mais non, va à la pharmacie, prendre des trucs. Donc, il m'a soigné. C'était juste une éraflure comme ça, mais tu vois bien la trace. Bon. Et alors, c'est horrible parce qu'elle a divorcé. Bon, c'était une horreur. Il ne faut pas
tromper sa femme. Voilà. Et d'ailleurs, ça... Ou son mari. Original. Ou son mari. Ou son mari. Voilà. Alors, on va dire 2 mots sur votre tour du monde et une anecdote marquante de votre tour du monde. C'est quand vous rencontrez Naeka et Kazuko. Ah, les japonaises. Là, vous, Oui, les parmi Japonais. toutes les femmes, vous vous Les souvenez. Japonais. Après la femme mariée. Bon, le tour du monde, on a fait les 5 continents. Hein. Ça a duré près de 18 mois. À 50 km à l'heure, parce que la voiture ne dépassait pas le 50 km à l'heure. Au point que quand on est arrivé aux États-Unis, moi j'ai vu autoroute. J'avais jamais vu l'autoroute, je ne savais pas que ça existait. Enfin, je savais que ça existait, mais je n'en ai jamais vu. Donc j'ai dit, on va tout de suite aller sur l'autoroute. On a fait 15 km. On a été arrêté par les flics, mais à l'américaine, comme dans les films policiers, plaqués devant la voiture, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait, etc. On dit, mais vous êtes en dessous de la voiture, de la vitesse autorisée. Et donc, on a été interdit d'autoroute. Bon, mais ça, c'est après la rencontre des Japonaises, parce que quand on a fait la traversée d'Alger-le-Cap, c'était extraordinaire, personne ne peut le faire aujourd'hui avec les guerres, tout ce qui se passe. Bon. Et on a pris un cargo au Cap pour aller à Rio de Janeiro. Dans ce cargo, on était en 4e classe. Il y avait la première, la seconde, la troisième, la 4e, c'est-à-dire couché par terre, etc. Bon. Et nous, on avait évidemment très peu d'argent, et puis le plus cher, c'était de faire circuler, enfin de faire flotter la voiture. Bon. Et il y avait 2 japonaises très mignonnes qui étaient dans la catégorie au-dessus. Et donc, on faisait tout pour essayer d'arriver, de tricher, pour arriver à les avoir, etc. Et il ne s'est rien passé, mais elles nous ont dit qu'elles allaient à Sao Paulo, et on leur a donné rendez-vous à Sao Paulo. On est débarqué à Rio de Janeiro, la voiture a été bloquée par les douanes pendant un temps, ça nous a retardé, et un jour, on est arrivé à Sao Paulo. Elles étaient dans une teinturerie, parce que les Japonais sont toujours dans les teintureries, je ne sais pas pourquoi. Toujours. Bon. Et donc, elles étaient avec leurs parents, elles ont présenté leurs parents, on les a invités à dîner, et puis le meilleur de la vie s'est passé. On est resté comme ça 3-4 jours, et les parents se sont aperçus qu'il y avait quelque chose entre nous. Bon. Et ils ont dit, mais maintenant, il faut les épouser. Ah oui. Mais bon. C'était pas le but. Et on a dit, mais nous, on s'en va. Et on dormait dans leur garage en bas, ou dans la buanderie, je ne sais plus, enfin, ou dans le magasin. On dormait dans le magasin. Et ils avaient enchaîné la 2 chevaux avec une chaîne pour qu'on puisse pas s'échapper. Donc, nous, on s'est levé à 2 h du matin avec une clé à molette. Et on a dû dévisser le pare-choc. Parce que, comme des imbéciles, ils l'avaient accroché au pare-choc. Alors, nous, on n'a pas pu faire vraiment, mais on a laissé le pare-choc. On est parti sans les Japonais. C'est drôle. Ils ont tout démonté. Alors, maintenant, on va parler de votre début dans la pub. Et vous avez quand même fait votre début avec le plus grand de tous. Donc, vous avez été le majordome. En fait, vous étiez un peu son majordome. C'était Jacques Prévert. Ah oui. Racontez-nous votre Alors, relation avec Jacques Prévert. Je suis docteur en pharmacie. Il veut des médocs. Là-dessus, je reviens de mon tour du monde. J'écris mon premier livre, La Terre en rond, avec Jean-Claude. Ce livre a du succès. Le patron de Paris Match tombe sur ce livre et dit, mais tu n'es pas fait du tout pour être pharmacien. Tu es fait pour être reporter. Viens à Match, et je me retrouve reporter de Match. Et ton histoire, c'est Jacques Prévert. Donc, je fais Match, et là-dessus, je fais les services militaires. Je fais le service militaire avec une chambrée extraordinaire, Philippe Labro. Qui vient dans 15 jours à l'émission. Hein, on les a tous réunis. Génial, tu pourras lui rappeler ça. Philippe Labro, Francis Weber, le cinéaste et l'auteur de théâtre, Juste Jacquin, cinéaste porno. Bon, et deux pardons. Ah ouais. Bon. Et ensemble, on faisait le journal militaire, etc., qui s'appelait Table. Bon. Et au retour, je vais voir Lazareff, qui me propose de faire un journal avec lui et qui me nomme rédacteur en chef, j'avais juste 28 ans, de ce journal qui était l'ancêtre de VSD, qui s'appelait Vive les vacances. Bien. Plus j'ai 30 ans, et Lazareff m'invite
au Fouquet's pour une sorte de repas de carrière, en me disant qu'est-ce que tu veux faire dans le groupe, est-ce que tu veux t'occuper de elle, etc. Je lui dis, mais moi, je ne veux pas rester dans le groupe, je suis là pour apprendre mon métier, puis je veux créer un groupe qui demain rachètera ton groupe. Il me dit, tais-toi. François va mourir. Il me dit ça il y a 45 ans. François va mourir. Il tirait à 1 million d'exemplaires et il est mort. Bon. Il me dit, mais puisque c'est comme ça, va dans un métier neuf, va dans la publicité. Et je vais retrouver mes copains qui m'avaient aidé quand j'étais revenu, qui étaient les patrons de la pub et de la presse de Citroën, qui avaient une agence qui s'appelait Delpire, et qui me dit, mais si tu veux faire la publicité, va chez Delpire. J'arrive chez Delpire, qui me dit, écoute, puisque tu es pharmacien, docteur en pharmacie, tu vas créer le département pharmaceutique de l'agence. Et il m'obtient un premier rendez-vous chez les laboratoires Roussel, et qui lançait un médicament qui s'appelait le Glyphanan, qui est un médicament antidouleur. À l'époque, la publicité pharmaceutique se résumait à un carton, comme ça, sur lequel il fallait qu'il y ait une première page absolument artistique, et derrière, il y avait le nom du médicament et les propriétés du médicament. On n'avait le droit d'aucune publicité autre que celle-là. Donc, il fallait trouver une idée créative. Et moi, je me suis souvenu que Prévert faisait des collages épouvantables, terribles, très talentueux, qui exprimaient incroyablement la douleur. J'ai dit, mais si j'arrivais à le décider... Hein, non. Je me dis, Prévert, je prends un annuaire. Il était dans l'annuaire. Il était dans l'annuaire. Donc je téléphone, je lui explique, mais il est venu me voir. Bon. J'ai eu une rencontre extraordinaire, parce qu'il m'a dit, je veux bien faire vos collages, mais il faut que vous restiez avec moi. Et donc tous les matins, ça a duré 4 ou 5 jours, tous les matins, j'arrivais à 11h, on faisait les collages, à 1h, il me faisait les spaghettis, puis il allait faire la sieste, et moi je rentrais, et je me souviens que vers midi, un jour, il me dit va m'acheter un petit Robert. Et donc, je dis, merde, petit Robert, c'est lui, il n'a pas besoin d'un dictionnaire. Bon, j'achète un petit Robert, je reviens, il me dit, espèce d'imbécile, c'est un camembert, petit Robert. Voilà l'histoire de Prévert, et la campagne a été formidable, ça a été ma première campagne. Et votre premier buzz, c'est, alors là, c'est incroyable, c'est une cover avec Pompidou qui barre un you-you à moteur dans le golfe de Saint-Tropez. Ça, c'est le lancement de l'agence. Donc, on crée là, j'étais dans une agence qui n'était pas la mienne, je faisais mes classes, qui s'appelait Delpire, et puis que j'ai quitté pour créer ma propre agence avec Bernard Roux. Donc, on s'appelait Roux Séguéla, et j'ai dit, il faut qu'on fasse un événement pour notre première pub. Et là-dessus, je tombe sur un certain monsieur Wittner, qui était le patron des moteurs Mercury, et qui me dit, écoutez, j'ai une agence complètement nulle, ils m'ont rien vendu, faites-moi quelque chose j'ai une page dans l'Express, une page dans Match. Et moi, je me souviens que quand j'étais journaliste, que j'étais reporter à Paris Match, j'avais fait un sujet sur Pompidou, où il barrait un petit moteur, un petit you-you, un petit bombard, à Saint-Tropez, avec sa clope de maïs au bec. Je dis, si j'avais cette photo-là... Waouh. J'appelle mes copains de Match. Ils me disent, bon, on a la photo. Passez-moi en douce la photo. Donc, ils ont fait un premier larcin. Bon. J'ai fait l'annonce en disant, mais monsieur le président, on vous aime parce que, où que vous soyez, vous êtes en sécurité, même sur un petit bateau, vous avez le meilleur moteur du monde, etc. Bon. À l'époque, l'Express était envoyé, on appelait ça des osalides, avant d'être imprimé. Il était envoyé au président de la République, à l'Élysée, pour qu'il vérifie le journal, etc. Madame Claude Pompidou pousse un cri d'horreur. Elle dit, mais Georges, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes mannequin maintenant. Et lui montre la photo. Et lui, pour le faire abattre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais interdire l'Express. Il téléphone à Jean-Jacques Servan-Schreiber en lui disant, mais moi, je suis désolé, c'était inadmissible. Je supprime l'Express. Françoise Giroud, qui était la directrice générale et la maîtresse de Servan-Schreiber, me convoque et me dit, bon, alors vous avez des idées à la con, maintenant trouvez-vous une idée pour sortir de là. Je dis, mais on se panique, pas de panique. Par bonheur, la page qui était derrière était une page de publicité. Sinon, l'opération n'aurait pas été possible. Bon, si ça avait été une page rédactionnelle. Je dis, on va arracher la page. Elle me dit, c'est très bien, vous vous en chargez. Elle m'amène dans un hangar où il y avait 450 000 express.
Je téléphone à tous les copains, etc. Je dis aux gens, les gens qui étaient autour, venez, je vous donne 100 balles, etc. On a arraché à la main, bon, mais j'ai convoqué les médias qui nous ont vus en train d'arracher des pages. Donc le lendemain, c'était dans les télés. Et ça a lancé l'agence. Mais vous avez réussi à arracher 450 000 pages, vous dites, à 30 copains. Oui. Nous, on n'y croit pas. Mais À si, 30, vous avez mais si, fait. mais si, Comment, enfin, je sais pas. Comment Oui, ils Je ont sais d'arracher pas. réussi, Je ça. ne sais pas s'il y en a eu 450 000, mais en tout cas, les premières qui ont été envoyées, elles étaient ensemble. Mais elle existe, la page, d'ailleurs. Ah oui. Oui, elle existe. Je ne sais pas où je l'ai mis, elle est quelque part. La page déchirée existe. Ah, On d'accord. va vous raconter votre rencontre avec Dali, qui est encore plus extraordinaire, puisque ça se finit. Vous êtes à Palm Beach, et il est 5 heures de Au l'après. Palm Beach, oui. À Palm Beach. Non, ça, c'est une autre histoire. Ah En oui. commençant la publicité, nous, on n'avait pas un sou, donc il fallait qu'on trouve des annonceurs qui puissent choisir leur agence très vite. C'était le moment où l'immobilier faisait florès et les immeubles se vendaient grâce à la pub. On faisait une page de pub dans le Figaro, ça déclenchait les ventes pendant le week-end. Donc, chaque semaine, il y avait les grands promoteurs qui appelaient les agences et qui les mettaient en compétition pour faire la page de la semaine. Et on en avait déjà fait quelques-unes, etc. Et là, j'apprends que Publicis, qui était déjà un monstre, hein, bon, que Publicis, qui est fâché qu'on ait pris ce budget de la publicité immobilière, a décidé de venir sur notre terrain et de participer à la compétition. Je dis à Publicis, il faut faire un truc incroyable. On n'avait rien. Rien. Bon. J'arrive là-bas et dans le taxi, je me dis, on avait le dessin de l'immeuble, le dessin d'architecte. Bon. Je dis, ce truc ressemble à un totem. Totem Dali. Donc, je me souviens que le patron de Publicis passe devant, il est applaudi. Bon, moi, je passe derrière. Je dis, écoutez, c'est une œuvre d'art. C'est pas les architectes, etc. C'est une œuvre d'art. C'est pas un immeuble, c'est pas un building. Une œuvre d'art, ça mérite un artiste. Moi, j'ai eu Dali au téléphone. Je suis de Perpignan, lui aussi. Il est prêt à faire la peinture de votre building et ça va le mettre au plus haut. Applaudissements. Vous avez le budget. Mais moi, je n'avais pas appelé Dali, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas. Donc, j'appelle mes copains de Perpignan qui m'obtiennent un rendez-vous avec lui au Centre Régis de New York. Donc, je prends l'avion le matin comme un fou. J'arrive au Centre Régis je l'ai au téléphone. Il refuse de descendre. Il me dit rendez-vous au Palme Courte. Le Palme Courte, c'était un salon de thé très, très huppé qui était en face de Central Park. Demain à 5 heures pour prendre le thé. Et mettez une cravate rouge. Mettez une cravate rouge. Et il vous appelle Monsieur Jiménez. Il me dit bonjour Monsieur Jiménez. Je me dis, c'est là. Vous êtes Jiménez. Oui, maître. Il fallait l'appeler maître. Bon. Et on s'assoit. Il déjeunait pas lui. Comme il s'est levé vers midi, son déjeuner c'était les gâteaux qu'on amenait qui étaient sur une petite roulette comme ça. Bon. À côté, Andy Warhol. Et Andy Warhol avec je suis après, une top modèle japonaise absolument sublime. Bon, et évidemment, Dali leur dit, mais venez. Bon. Et il me dit, je vous présente M. Jiménez, qui veut que je fasse de la publicité. Moi, je déteste la publicité, mais bon, je suis d'accord pour lui donner mon aval, à condition qu'il passe le test de Dali. Il dit, le test de Dali, vous voyez la très belle japonaise qui est là, hein, c'est une japonaise qui a appris la danse chez les balinés. Et donc qui arrive à branler un homme à l'envers. Donc c'est ça le test de Dali. Devant Andy Warhol. Bon. Je dis, écoutez, si c'est le test de Dali, moi je suis prêt à tout pour la pub. Donc. Et donc,
Elle descend sous la table. Je dis, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon. Et puis, tout le monde éclate de rire. C'est un gars qui devait faire, à mon avis, un peu à tout le monde. Bon, tout le monde éclate de rire, etc. Il me dit, mais vous aurez votre dessin. Mais je veux être payé en Bouguereau. Bouguereau, c'était le peintre pompier de l'époque. Il est en train de mettre à la mode. Donc, il me dit, vous allez me choisir 3 Bouguereaux et je viendrai, mais je viendrai peindre la toile à Paris, parce que je ne veux pas la peindre à New York, mais je la peindrai de la main gauche, parce que Dali ne peut pas peindre la poussée de la main droite. La main droite, c'est réservé à l'art. Ça, c'est pas de l'art. Bon. Donc, trouvez-moi une jolie fille de l'agence dont je ferai le portrait. Et donc, je demande à une jolie fille de l'agence de venir et lui, vous allez vous dévêtir complètement pour que je fasse votre portrait en pied. Alors, elle me dit, mais tu ne paniques pas, il est impuissant. D'ailleurs, le gars-là est là, moi je suis là, c'est la moindre chose. Ça a duré 3 après-midi. Et à la fin de chaque après-midi, elle lui disait, est-ce que je peux voir le portrait? Non, on peut voir le portrait. Le 3e jour, il lui a montré son portrait, il n'avait peint que le sexe. Et là-dessus, arrive la séance du paiement où il nous donne sa toile et il choisit un Bouguereau. Et 6 mois après, je raconte cette histoire dans un livre, peut-être dans le dit par ma mère, et je reçois une lettre du prince du Danemark, du roi du Danemark, qui me dit ou vous êtes un escroc ou vous êtes un faussaire, parce que le tableau dont vous parlez appartient à la famille royale depuis des décennies, et il est dans la salle à manger, et je suis en face de lui. Donc c'est un faux. Autrement dit, Dali a reçu un faux, parce qu'il a choisi un faux, qui est exposé aujourd'hui au musée de Cadaqués. Donc c'est du Dali jusqu'au bout. Alors une autre rencontre incroyable, c'est avec Gainsbourg qui vous demande de réaliser le premier spot avec Jane Birkin et qui vous emmène dans un bar à putes des Champs-Élysées où il est reçu comme un prince des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bar? Alors, Audrey est très envie curieuse de savoir, de ce oui. bar. Alors, attends, il faut raconter toute l'histoire de Gainsbourg. À l'époque, moi j'avais une marque qui s'appelait Woolit, qui était, vous connaissez peut-être, c'est la lessive des lainages délicats. Et j'avais dit au patron de la marque, tout le monde dit je lave plus blanc. Moi, mon slogan, c'est je lave plus belle, puisque avec Woolit, on est plus belle. Donc, la pub va être toute simple. Je vais demander à toutes les actrices et les chanteuses françaises de faire 30 secondes de séduction. Il y a une campagne comme ça formidable. Toutes les grandes stars sont passées, Deneuve, Adjani, absolument toutes, les unes après les autres, Romy Schneider, bon, et est arrivé un jour Jane Birkin. Bon. Et donc, j'en parle avec... C'était le mauvais moment, d'ailleurs, parce qu'il est en train de se séparer un peu, etc. Il lui était très triste. J'en parle avec Serge. Il me dit, d'accord, mais je veux participer au script. Je lui dis, écoute, d'accord. Il me dit, rendez-vous demain à 10h du soir. Parce que lui se levait, se couchait à 6h du matin, 7h du matin, donc se réveillait vers 6h, dîner, une première... dîner pas d'ailleurs, et il était debout à 10h du soir, à 22h. Donc j'arrive à 22h, on commençait à travailler un peu là, puis il dit, moi je suis embrumé jusqu'à 4h du matin, donc on va revenir à 4h du matin. Bon, moi j'étais à 8h à l'agence. Bon. De là on allait chez Dany. Il faut que je vous dise quand même que Dany, vous connaissez Dany, la chanteuse. Oui. Bien sûr. C'était mon premier flirt. Ah oui? Ah oui. Parce que moi, mon père était en train de m'acheter la pharmacie du docteur Bobo, qui existe toujours, à Perpignan. Et moi, j'étais fiancé avec la fille du marchand de chaussures un peu huppé de la ville qui s'appelait Groll. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et donc, et puis moi, je suis parti le premier à Paris. Après, elle est venue me retrouver à Paris, etc. Puis elle a mené sa vie. Elle est venue dîner à la maison il y a une semaine. Elle est magnifique, son nouveau disque. Bon, et elle est en train de tourner. Bon. Elle m'a amené son disque qui est magnifique. Bon. Et donc, on revenait à 4h du matin de chez Dany. On allait dans une autre boîte de nuit, puis une deuxième boîte de nuit, et on finissait dans un bar à putes
qui était un routier. C'était un routier, oui. C'est pour les dans routiers Paris. Oui. Le routier. Ah d'accord, Dans pour les Paris, chauffeurs dans routiers. Paris, Ah oui. je serais même incapable d'y aller, dans une banlieue pourrie, etc. Et à 4 h du matin, on était chez lui. Je me souviens, quand on est arrivé la première fois, il a décroché son téléphone et il appelait Dalida. Et il a dicté de mémoire les 5 derniers vers d'une chanson, mais j'ai complètement oublié laquelle, tellement j'étais subjugué. Bon. Et il a raccroché, 4h30, il dit, bon, maintenant, on se met au boulot. Donc, on a fait 5 ou 6 scripts, etc. Donc, je vois mon client, je dis, choisissez parmi les scripts. Il dit, mais c'est celui-là qui est formidable, donc très bien. Et il dit, mais je voudrais assister au tournage. Bon, écoutez, je vais essayer de demander, d'accord, venez au tournage, etc. Bon, et on arrive pour le tournage, et c'est un tout petit studio. C'est un peu comme une pièce comme ça, un petit studio. Merci de dire que c'est Et l'idée, et quand mon client arrive, je vois Gainsbourg plongeant comme ça avec sa caméra sur Jeanne à poil. Mon client classé. Bon, j'ai dit, écoutez, calmez-vous. Mais tu dis, c'est pas du tout le script. Ça. Calmez-vous. Il doit y avoir une idée. Bon. Et Serge me dit, c'était nul, là, tout ce qu'on a fait, etc. Moi, j'ai une idée. Et au milieu de la pièce, il y avait une petite estrade comme ça, tournante. Et donc, sur cette estrade tournante, il avait installé Jane. Et il avait fait tricoter, sans me le dire, comme ça, il avait fait tricoter une grande écharpe bleue et blanche, qui sont des couleurs de Woolite, qui entourait, qui entourait Jane. Bon. Et il avait 2 assistants qui la tenaient, et elle tournait, et elle se dévêtissait, et ça s'arrêtait pile là où il ne fallait pas aller plus loin. C'était génial. C'était génial, absolument ouais, génial. C'était pas vulgaire, non, c'était parfait. Et donc, beaucoup lié d'amitié avec Serge, et lui rêvait de faire du cinéma. Et à ce moment-là, j'avais un copain qui arrivait d'Israël avec l'argent de la famille et qui voulait devenir producteur. Et qui d'ailleurs, il m'a dit comment je peux devenir producteur. Et ça, je lui ai dit, mais écoute, commence par la pub, parce que tu ne vas pas prendre ton métier. Donc, moi, je vais te faire des films de pub. Et puis, on va faire un film avec Serge. C'est comme ça que tu rentres un peu dans ce milieu-là, etc. Bon. Aujourd'hui, c'est le plus grand producteur. Aujourd'hui, à Hollywood, etc. C'est Regency. Vous avez certainement vu des films avec Regency. Il s'appelle Arnold Milchan. C'est le ponte là-bas. Bon. Et pour en finir avec Gainsbourg, quelques mois après ça, moi, je rêvais d'avoir la marque Bic. Parce qu'il y a très peu de marques françaises qui sont des marques mondiales. Et puis le Baron Bic, c'était l'inventeur. Moi, je voulais connaître le Baron Bic. Donc, je demande un rendez-vous au Baron Bic. C'est très difficile. Mais je dis, j'ai une idée extraordinaire. Je vais vous la montrer. Bon, ben, je vous donne 10 minutes. Je dis à Serge, il faut que tu me fasses un cadeau. Il faut que tu me fasses la maquette du film que l'on va tourner après. Et on arrive à 8 h du matin. Il n'était pas encore couché. À 8 h du matin, on avait loué un petit théâtre, etc. Il y avait un fond noir, une caméra. Et lui, il est là devant la caméra. Ça veut dire quoi? Que la caméra est là. Bon, la caméra est là. Et il dit, moi, je suis un produit de consommation. Toute ma vie, je me suis vendu. J'ai vendu mes poumons à la cigarette. J'ai vendu mon imagination à la chanson. J'ai vendu mon foie à l'alcool. J'ai vendu mon sexe aux femmes. J'ai plus rien à vendre. Si j'ai un truc, je peux vendre ma barbe. Parce que c'est lui qui a inventé la barbe de 3 jours. Je peux vendre ma barbe, mais pas à n'importe qui, hein. À Bic. Et donc, j'arrive devant Bruno Bic, qui est un immense patron, etc. Il avait un bureau qui faisait 4 fois ça, et la cheminée faisait à peu près 10 mètres de long, et il brûlait, je n'ai vu ça qu'une seule fois de ma vie, des arbres entiers. Bon.
Il faisait une chaleur de fou. Bon. Je lui raconte l'histoire. Il me dit, mais c'est marrant, le film est marrant. Mais moi, je ne fais pas de publicité à la télévision en France. Mais mon fils est à New York, il en fait en Amérique. Donc, il faut que tu ailles voir mon fils Bruno. Et là-dessus, il dit à sa secrétaire, appelez-moi Bruno. Il n'y a pas de téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et tout d'un coup, il y a la voix de Bruno qui arrive dans la pièce et son père qui lui répond. C'est-à-dire que derrière les tentures qu'il y avait, il avait un système de micro, etc., parce qu'il détestait le téléphone. Donc, il avait une espèce de téléphone. Il avait inventé la visioconférence, bon, sans écran, mais l'audioconférence. Bon. Et donc, il me donne rendez-vous. Je saute dans l'avion le lendemain matin. J'arrive à New York. Je lui montre le film. Et le cadre, il me dit, mais tu es débile. Personne ne connaît Gainsbourg aux États-Unis. Comment veux-tu que ça marche? J'ai repris l'avion. Et le film existe. La maquette existe. Il existe. On peut le voir? Oui. Ouais. On le mettra. Alors, 73, avec un autre immense chanteur, Beko. Et là, c'est génial parce que vous faites une tour et Beko achète les 2 premiers étages de la tour. C'est pas moi qui ai fait le tour. Non. C'est toi qui as fait la tour. Je sais plus. Ça allait tout faire, peut-être pas. Je sais plus quel était le promoteur, même si c'était pas la Cogedim. Donc il fallait baptiser la tour. Et moi j'ai eu l'idée très simple, c'est de l'appeler France. Et le slogan était un de mes meilleurs slogans, Vive le France. Vous étiez allé le chercher loin. Chez loin. Bon. C'était une tour qui existe juste devant l'entrée à la Défense, qui est une grande tour blanche comme ça, qui est un très beau immeuble. Et Pego avait acheté les 2 derniers étages. Et pour faire la pub, je lui ai proposé d'emménager son piano avec lui, jouant au piano. Donc, j'avais, avec les gens du bâtiment, mis une planche comme ça, le piano dessus. Lui était à son piano, et il y avait 4 filins comme ça qui le montaient, qui arrivaient jusqu'à son appartement. Il ouvrait la fenêtre et rentrait de l'autre côté. Et il a joué Douce France au piano. Et il a joué Douce France au piano, c'était extraordinaire. Formidable. Même année, décidément, 73. Encore mieux, vous faites une campagne de pub le 1er avril. Mais les enfants, il est joli, mais aujourd'hui, on est en 2020. Donc, entre 73 et 2020, on fait un saut direct de 50 ans après. Bon, on continue. Après, on va faire un grand saut, le grand saut en avant. Vous faites une campagne pour Olympic Airways, qui est géniale. C'est la Tour Eiffel vendue à la Grèce. Elle sera démontée et acheminée en 10 vols par Olympic Airways. J'ai un coup de fil d'Onassis. Je ne viens pas. On m'a dit, on m'a donné votre nom parce que pareil que vous êtes un publicitaire, vous avez des idées. Moi, je lance une compagnie aérienne, Olympic Airways, et je ne veux pas faire de la publicité. Je voudrais une idée qui fasse parler la presse, qui remue un peu les choses. Donc, est-ce que réfléchissez? Bon, alors je réfléchis, je rappelle après, je dis, écoutez, voilà, moi j'étais à François. Je me venais de quitter François, c'était le tout début de l'agence. Je peux avoir de François un titre qui dit la Tour Eiffel est vendue à la Grèce. Bon. Elle sera démontée, acheminée en 10 vols par Olympic Airways. Au début, il y avait la Tour Eiffel vendue à la Grèce, voire en dernière page. Bon. Et en dernière page, il y avait elle sera démontée pièce par pièce, etc. Bon. Le journal sort, une émeute. Moi, je me précipite à la Tour Eiffel. Il y avait déjà 200 journalistes, tout le monde qui regardait, etc. Les chauffeurs de taxi qui faisaient tout pour venir voir, etc. Et les gens me disent, mais vous foutez notre gueule. Non, non. Mais évidemment, en page 4, on avait expliqué que c'était de la publicité. Bon. Mais c'était le 1er avril. Et ils avaient oublié que c'était le 1er avril. Et donc, le truc a fait beaucoup de buzz, etc. Et Onassis me retéléphone, ça a été le dernier coup de téléphone, et il me dit, je vous fais un cadeau, je vous envoie mon cadeau par un avion spécial, vous l'aurez dans 4 heures. C'était une caisse de champagne grec.
Alors, moi j'ai une. J'ai pas été payé pour le reste. Alors, j'ai envie d'initier une nouvelle anecdote. Pourquoi êtes-vous dégoûté à vie du château Margaux? Le château Margaux. Ah oui, il reste encore une autre histoire. C'est justement le genre d'anecdote dont on se souvient pas. Bon, alors oui, ça je vais complètement Anecdote oublier. d'alcoolo. Complètement oublié. Pour Moi ça, j'avais vous un ne dieu buvez dans la publicité qui reste toujours mon dieu, qui est Bill Bannbach. C'est l'homme qui a inventé la publicité aux États-Unis et qui a fait les campagnes de Volkswagen, des extraordinaires campagnes de Volkswagen. D'ailleurs, il a fait ça il y a déjà presque 50 ans et c'est toujours d'actualité. Toutes les annonces Volkswagen ont toujours l'esprit de Bernbach. Et un jour, on était une quinzaine à l'agence. Bernard Brochant, qui était le patron de l'agence de Bernbach en France, de DDB, frappe à la porte et dit: je t'ai amené un de mes amis. Et je vois un petit monsieur comme ça, avec un complet noir, un chapeau. Il enlève son chapeau et il avait une boule ici. Et c'était Bernbach. C'était Bill Bernbach. Donc j'en reviens pas. Et j'ai compris après pourquoi. Brochant voulait nous racheter. Parce qu'on avait les réputations d'être les plus créatifs du moment, etc. Et donc, il nous avait fait le coup de Bernbach. Il s'est renseigné pour être sûr que j'étais là. Donc, moi, j'ai réuni tout de suite, on était une quinzaine, etc. Et pendant 2 ans, il nous a fait un cours de pub extraordinaire. Et on est restés amis. Et moi, j'allais 2 fois par an. Je prenais l'avion uniquement pour aller voir Bernbach à New York. Au début, il était dans une toute petite agence, puis c'est devenu une grande agence sur la 5e avenue. Et la dernière fois que je l'ai vu, quelques semaines, quelques mois avant sa mort, je me souviens qu'il m'a donné rendez-vous à 7h du matin. Il était à 7h à l'agence. Il avait gardé son bureau en bois. C'est une agence d'une modernité folle, etc. Il avait gardé son gardé en bois et son fauteuil en bois de tout son temps. Et il était là et je voyais que il écrivait. Il m'a dit: j'ai besoin de rewriter une annonce. C'est une annonce de Volkswagen. Il a mis 45 minutes pour changer 2 mots. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et il est parti quelques mois après. Et avant qu'il s'en aille, Château Margaux. C'est dilué dans le château l'anecdote, c'est Margaux. que Voilà. à la suite du rendez-vous à Paris, j'ai été convoqué par Bernbach à Paris, qui voulait nous proposer la botte. Bon. Et il a fait l'erreur de ne pas nous, il nous a reçus lui-même, etc. Il a passé 1 heure avec nous, mais après il nous a mis la main dans son directeur international, qui était un poivreau total, et qui fonctionnait au château Margaux. Et donc, lui-même nous a invités, tout ça a été préorganisé pour mettre la main sur nous. Il nous a invités dans sa maison de campagne, qui était à 1 heure de New York. Et il commençait au château Margaux et on était obligé de suivre le matin, c'était ça? Ouais, c'était le matin. C'est ça. Non, parce que vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens. Bon. Et donc, on a fini 48 heures après le château Margaux, on était obligé de le suivre, etc. J'ai été 12 bouteilles. dégoûté à vie. Énorme. Dégoûté à vie du château Margaux. Et évidemment, j'ai refusé qu'on se vende à Bill Bernbach. Et le Bill Bernbach qui viendra plus tard, c'est Vincent Bolloré, pour notre bonheur, qui nous a sauvés. Alors on va parler un peu de François Mitterrand. Donc vous avez fait la campagne La Force Tranquille. Et il y a une anecdote géniale, c'est quand vous emmenez François Mitterrand en Rolls chez Lip. Et il vous dit: mais t'es fou. Mais pourquoi vous prenez les pires? C'est le but de l'émission. Mais oui, mais vous détruisez ma légende. Oh là 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 là. Oh, Tous les trucs honteux, on les a compilés et ça nous a donné l'émission. C'est bien, j'aime ça. Ah. Donc, Reprenez vos esprits. il faut commencer par le commencement. Donc, en 78, il y avait une campagne législative en France. À l'époque, les politiques étaient tellement en arrière de la publicité qu'ils avaient des directeurs de campagne qui étaient chargés de faire la communication. La communication, c'était une affiche. Et donc, ces directeurs de communication appelaient les créatifs un peu à la mode en disant: fais-moi une affiche. Il n'y avait pas de brief. Fais-moi une affiche. Bon. C'était quartier libre. Bon.
Et moi, je reçois un coup de téléphone de Jean-Pierre Soisson pour Valéry Giscard d'Estaing qui me dit « Fais-moi une affiche ». Enfin, je dis « Ok, je te fais une affiche ». Là-dessus, le directeur de campagne de Mitterrand, que je ne connaissais pas, me dit « Fais-moi une affiche ». Bon. Et là-dessus, Goudard et Brochand, d'ailleurs, qui étaient les publicitaires de Chirac à l'époque, m'appellent un dimanche matin, me disent « Lundi, il faut qu'on remette l'affiche. On n'est en panne, on n'a pas de slogan. Viens nous donner un slogan. » Je cours et je leur donne le slogan qui est « La France qui ose, la France qui gagne ». Le slogan de Chirac, c'était... le slogan de Giscard d'Estaing, c'était « La majorité aura la majorité ». C'est la dernière fois qu'elle l'a eu. Et le slogan de Mitterrand, c'est le plus beau que j'ai jamais écrit, c'était « Le socialisme, une idée qui fait son chemin ». Et la photo, c'est une très belle photo. Il avait son écharpe comme ça, etc. Bon. Là-dessus, le temps passe, et puis arrive 80, et moi j'écris une lettre à mes 3 clients, parce que les 3 affiches ont été mises sur les murs en même temps. J'ai convoqué la presse pour faire une sorte de sortie de presse. Je dis, est-ce que vous trouvez normal que ce soit le même publicitaire qui fasse les 3 affiches? Pas un mot. Imagine aujourd'hui, tu fais ça dans une... ça devient 3 mois de l'Asie de tous les côtés. Et vous dites à Mitterrand, je ne suis pas socialiste, je suis du parti des idées. Et donc... J'écris aux mes 3 et Mitterrand me renvoie un petit mot en disant « Si vous êtes libre demain à 1h, rendez-vous à tel endroit. » J'arrive à tel endroit, c'est un restaurant, je lève les yeux, le Pactole. Le Pactole. Bon, j'ai dit comment. Et c'est là où il me dit « Alors vous êtes de gauche ?» Je dis « Non, moi je suis parti des idées. Bon. » Et puis là-dessus, il décide, il me dit « Moi je ne connais rien à la communication, vous ne connaissez rien à la politique. » Parce qu'on avait parlé un peu politique. Bon. Donc, tous les lundis matins, jusqu'à la campagne, si vous êtes d'accord, de midi à 1h, nous aurons rendez-vous chez moi, rue de Bièvre. Moi, pendant la première demi-heure, je vous apprendrai la politique, et vous, pendant la deuxième demi-heure, vous m'apprendrez la publicité. Oui, Monsieur le Président. Bon. Ça dure trois fois, et puis écoutez, j'arrête sur la politique. Bon, on va consacrer l'heure totale à la publicité. Et on lui apprendra rien. Là, bon, c'est le psy qui revient de ces l'âge de 10 ans. Il y a à une de ces sorties, ça devait être au mois de, je sais pas, de décembre, par là, Mitterrand me dit « Oh là là, j'ai oublié, j'ai un déjeuner avec Mauroy. » J'ai compris d'ailleurs que c'était le déjeuner où elle lui proposait d'être Premier ministre, en recoupant les choses après. Mais j'ai pas de voiture, j'ai pas de chauffeur. Je dis, Monsieur le Président, je vous amène, j'ai ma voiture. Bon. Et à l'époque, c'est une de mes plus grosses conneries, encore pire que la Rolex. J'avais une Rolls, bon, donc ça me faisait encore plus cracher dessus. J'abusais. Bon, vous avez fait des conneries. Bon, j'ai fait des conneries. Bon, vous l'avez plus, j'espère. Et tu vas voir pourquoi. J'arrive devant la voiture et il devient blême. Il dit, mais ces gars-là, je vous vire. Mais vous êtes nuls. Vous me racontez que chaque signe a un sens. Vous me racontez que je dois faire attention de tout. Et vous voulez que j'arrive chez LIP, au milieu de tous les journalistes, en Rolls. Mais vous êtes malade. Tirez-vous, je ne veux plus vous voir, etc. Et je l'ai raccompagné à pied, parce qu'il n'a même pas voulu prendre un taxi, jusque chez LIP, où il est arrivé à 2h30 avec 1h30 de retard. Bon. Je suis arrivé à l'agence, j'ai réuni les créatifs et j'ai pris la leçon de ma vie. Bon. Et j'ai mis la voiture en vente et c'est vendu dans la journée. Voilà. Et depuis, je roule en Citroën et je suis le plus heureux de... Et vous n'avez plus de Rolex? Toujours. Mais si, voilà. Un bracelet Rolex. J'ai pas la Rolex. Ça, je suis puni. C'est génial. Ça, c'est pour la campagne de Jospin. Alors, on arrive là c'est un peu le raté, parce que c'est la campagne de Jospin. Donc, vous dites, Jospin a raté sa campagne parce qu'il s'est focalisé sur sa haine de Jacques Chirac. Et vous dites, le PS était totalement romantique et bordélique. Vous dites, si la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Oui, ça c'est Coluche. Hein. C'est volé à Coluche. Hein. On peut piquer les citations. Oui. Oh, non, c'est pas ça l'échec de Jospin. L'échec de Jospin, qui est très dommage, parce que ça aurait changé la France. Parce qu'on n'aurait pas eu le roi feignant qu'on a eu pendant 12 ans, Chirac, et on n'aurait pas eu Hollande, l'absence d'un président après.
Donc ça aurait tout changé, Sarkozy serait arrivé au bon moment, enfin, tout aurait été changé. Bon. Mais lui, il avait la phobie de la communication politique. Il avait peur de déformer, comme déforme sa pensée, de se vendre comme une savonnette. Et je me dis, mais écoutez, ça n'a rien à voir. Le monde entier fait des campagnes politiques, etc. Bon. Il avait très peur des médias. Bon. Et un jour, je lui dis, mais Monsieur le Président, on ne connaît pas votre femme. Comprenez bien qu'en France, on épouse un couple et pas un homme, même si on veut que la première dame reste à sa place. Donc, vous devez faire connaître votre femme. Moi, j'ai une idée. On va faire une émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche. Donc, vous aurez 2 heures en la tenant par la main, où vous pourrez parler de tout et de rien, mais pas de politique, parce que justement, le jeu, à cette émission, c'est de ne pas parler de politique. Et donc, on va vous découvrir et découvrir votre couple. Et en plus, moi, j'avais pu retenir la date du 23 décembre, c'est-à-dire que tout le monde devant sa télévision le 23 décembre. Mais Michel Drucker faisait d'abord faisait 1 heure où il passait en revue les best-of de l'année, tout ça commenté par les Jospin, et puis il faisait après 1 heure sur Jospin. C'est une émission, les politologues ont calculé par la suite, qui devait ramener 400 000 voix. Et il me dit, mais non, je ne peux pas faire ça, je m'expose, etc. Je lui dis, mais écoute, les sondages sont plus qu'ils sont. On avait commencé à 55-45, on était à 52-48. Attention, une élection, c'est les courbes qui se croisent. Il faut que ça se croise au bon moment. Là, on en arrivait dans les 40e rugissants. Il dit, oui, mais c'est ma femme qui ne veut pas. Laisse-moi aller convaincre sa femme. Et il m'organise un déjeuner dans le ministère de Ségolène Royal, avec sa femme, et moi je suis là avec les 2 grandes socialistes, etc. Par bonheur, Ségolène, moi j'adore Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle adore la pub. Donc elle convainc, je ne me laisse même pas parler, elle convainc Madame Jospin. J'appelle Lionel, je lui dis, écoute, c'est formidable, j'ai de l'accord de ta femme, j'y vais, parce qu'on est à 3 semaines, Michel doit commencer à préparer les trucs, etc. Il me dit, écoute, non, laisse-moi encore lui parler ce soir, je t'appelle demain matin à 8h. Il m'appelle à 8h, il dit, tu vas me détester, c'est non. Je ne peux pas insister, mais quelle folie, quelle folie. Voilà. Et il y a ce truc terrible, parce que le jour de l'élection, à 11h du mat, Jospin vient vous voir et dit, tu sais, ces gars, je ne crois pas au sondage, mais puisque tu en fais tes nourritures terrestres, je vais te rassurer, je suis en tête à 18,5 et Le Pen est à 14. C'est terrible. Et terrible. moi, c'est au téléphone que ça se passe. J'étais chez moi avec Jacques Lang et avec Bernard Kouchner, parce que j'avais pris les 2 socialistes les plus droitiers, et les plus présentables à la droite, parce que le problème du 2e tour, c'est de récupérer les hésitants de la droite qui vont faire la différence. Et donc, c'est avec eux que j'organisais le 2e tour. On ne voyait que dans les écrans, etc. Et évidemment, Jospin. Donc, il m'annonce ça. Lang, c'est un vrai politique. Je me souviens, il s'assoit sur le bureau, il me dit, moi, j'y crois pas, ton truc. Il ne peut pas y avoir un écart comme ça, il va perdre. Parce que moi, j'ai fait ma campagne et j'ai vu, ça ne marche pas, ça ne passe pas, il est trop froid, et il n'a pas brisé l'armure, il est trop potin, ça ne marche pas. Et Kouchner, lui, enthousiaste comme d'habitude, mais ça y est, on va gagner, tout ça. On rentre à Paris, je vais à l'atelier de campagne, il est 18h, l'atelier de campagne était dans un coin fou, c'était dans 3 étages, comme ça, en escalier, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc on monte les 3 escaliers, et là, on a une réunion avec tous les socialistes. Il y avait Lang, il y avait Strauss-Kahn, il y avait Aubry, il y avait Kouchner, bon, ils étaient tous là. Et on attend 7 heures, les premiers sondages qui arrivent. Tout d'un coup, blanc, en disant, les sondeurs disent, écoutez, on a un chiffre qui ne colle pas, doit y avoir une erreur de manipulation, on vous rappelle dans un quart d'heure. Blanc dans la salle. C'était le bureau de Jospin, Jospin n'était pas là, non. Et à 7h15,
la nouvelle tombe, Lionel est battu par Le Pen. Arrive Lionel Jospin, dans la petite rue, qui n'était au courant de rien, avec sa femme qui tenait par la main. Il monte les 3 étages. Dans les hurrahs, la foule ne savait pas. Les hurrahs de la foule, Lionel président, Lionel président, Lionel président. Il ouvre la porte, et là, le responsable des sondages, comme un imbécile, se lève mais sans aucune préparation, et lui dit « Lionel, Le Pen est devant toi ». J'ai cru que le plafond lui tombait sur la tête. Sa femme a pratiquement... Moi, j'étais le plus près de la porte. J'ai tout de suite avancé mon siège, etc. Et lui s'est assis comme ça, lourdement. Et le plus terrible, c'est que Kouchner, tout de suite, est allé s'asseoir sur sa table. Il lui a dit, mais Lionel, c'est pas perdu, il va y avoir des législatives, on va se battre, etc. Moi, j'ai enchaîné, mais bien sûr, ce qu'il faut, c'est tout de suite le mettre en cohabitation, c'est une erreur de l'histoire. Bon. Aucun des 20 grands socialistes qui étaient là, y compris Hollande, a pris la parole pour essayer de lui faire changer d'avis. Et pire que tout, on est sorti pour voir la télévision, on est revenu, et là il nous a distribué un petit papier où il a dit « je quitte la politique », qui est une erreur, parce qu'il aurait pu être président s'il n'avait pas fait cette faute-là. Mais aurait été un grand président, c'est un très grand président avec un tech, qui a toutes les qualités du monde. C'est là où la politique, parfois, ça te fait frémir. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent, quoi. Alors, il faut bien savoir qu'il n'y a pas de bons interviewés, il n'y a que de bons intervieweurs. Alors, dernière anecdote. Sarkozy, avec sa séparation avec Cécilia, il vous dit « je suis très seul et aisé, à une certaine heure, tout le monde s'en va, je me laisse tout seul, j'ai besoin d'un bon bain de copains, j'ai besoin de chanter, d'une ambiance comme ce soir. » Et là, vous lui dites « t'es le premier président de droite que je reçois à la maison. » Attends, mais tu vas trop vite, tu vas trop vite. Bon. Attends, c'est la plus belle histoire d'amour du monde. Tu la piétines. Bon. Donc, un samedi, Nicolas m'appelle, il me dit « est-ce que tu peux venir me voir à l'Élysée, je voudrais parler avec toi. » Nicolas, j'arrive. Bon. J'arrive à l'Élysée, je le trouve tout blanc. C'était un hiver, il était assez froid. Et il commence à parler, il se lève et il va vers la fenêtre. Et il ouvre la fenêtre. Je lui dis, mais tu as quelque chose, ça va pas, tu veux que j'appelle quelqu'un, tu veux un verre d'eau. Il referme la fenêtre, il me dit, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis là, je suis divorcé, donc je suis seul. Je ne peux pas sortir, inviter à dîner la moindre jeune femme, parce que sa vie médiatique est détruite. Je ne peux inviter personne à venir me retrouver à l'Élysée parce qu'il y a toujours un loufion qui passe par là, qui fait une photo et qui l'envoie à la presse profonde. Donc, je ne vais pas tenir le coup. À 9h du soir, je monte là-haut. On me fait un petit plat de rien du tout. Je regarde la télé 10 minutes et je me lève à 5h du matin pour travailler. Je tourne en rond. Je dis, écoute, on va faire un dîner de copains. Et puis lui, il adore quand ça chante, quand ça bouge. Ça. Je lui dis, écoute, on va faire un dîner, puis on va chanter. On va chanter, bon. Le dîner est fixé. Le dimanche avant le dîner, Sarko m'appelle pour autre chose. Il m'a demandé des trucs pour sa communication que je lui dis. Et je lui dis, mais au fait, je t'ai pas dit qu'il venait dîner. Et je lui dis, ben, il y a Ferry, le philosophe, avec sa femme. Il y a Perrine, copine de Sophie, avec son mari architecte. Et il y a Carla. Et j'entends un blanc au téléphone. Il dit, mais Carla, mais quelle Carla? Je dis, mais Carla Bruni. Tu la connais pas? Je ne l'ai jamais vue. C'est la femme que j'ai toujours rêvé rencontrer. Et c'est elle qui l'a séduit. C'est celle-là. Là-dessus, pour revenir un peu en arrière, quand j'avais fait des invitations,
j'avais appelé Carla, ou je crois qu'on avait déjeuné ou dîné avec Carla. Carla, c'était déjà une copine depuis une quinzaine d'années. On passait des vacances ensemble et tout, en Turquie, sur les... Je me souviens, on passait des vacances en Turquie où on louait les grands bateaux turcs. Et tous les soirs, elle se mettait à l'arrière et elle grattait sa guitare. Et nous, on était là dans la mer magnifique. Bon, mais... Anecdote, je ferme l'anecdote, je vais à l'essentiel. Et je lui dis, j'ai invité Nicolas Sarkozy, il faut que tu viennes, il faut chanter, etc. Je vais t'inviter avec Julien Clerc. Elle me dit, jamais. Parce qu'elle est profondément de gauche. Oui. À ce mec de droite, je ne le supporte pas, c'est un pourri, il ne me verra jamais. Je lui dis, tu te trompes, en 20 minutes, il va te séduire. Quoi? Moi, me séduire en 20 minutes? Moi, je veux le séduire en 20 minutes. Et je dis, on va faire le match. Donc c'est bien elle qui l'a séduit. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et là-dessus arrive le dîner, je crois que c'était un mercredi. Lui est en retard, tout le monde est à l'heure. Alors d'abord, j'avais dit à Carla, prends ta guitare, parce qu'il faut que tu le détendes, etc. Elle m'a dit, oui, je prends ma guitare. Elle oublie la guitare, elle n'oublie pas. Elle fait exprès de ne pas prendre la guitare. Mais elle avait des souliers plats. Je me dis, ça, c'est un truc, parce que Sarkozy s'est toujours trouvé un peu trop petit, etc. Est-ce que ça veut dire qu'elle pense à quelque chose? Bon, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'était comme ça. Bon. Donc, moi, j'envoie le chauffeur la chercher. Il la ramène. Il n'y a pas là. Donc, il n'y a pas son instrument de séduction. Donc, je dis au chauffeur de l'agence, sois gentil. Je sais où elle met sa guitare. Va chercher la guitare, tu me la ramènes en douce. Donc, la guitare est là. Nicolas arrive à 9h parce que c'était sa première grève. Et donc, il était au téléphone en permanence avec tous les syndicalistes. Bon. Il y avait un feu de bois. Il y avait comme ça un canapé devant le feu de bois. Lui était là et Carla était là. Et j'explique, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est un match de séduction. Chacun a 20 minutes pour... Bon, et je dis, Carla, c'est à toi à tirer la première. Donc, et elle dit à Nicolas, qu'elle n'avait jamais vu. Et lui n'avait jamais vu. Donne-moi ton téléphone. Et elle prend le téléphone et elle va dans son répertoire et elle commence à virer les gonzesses. Et elle dit, celle-là, je la connais, c'est une copine, elle est nulle. Bon. Celle-là, tu ne la supporteras pas 3 minutes. Celle-là, elle est affreuse. Mais qu'est-ce que tu veux? Et lui, je voyais son agenda disparaître, s'effacer. Bon, et puis... ça commence à devenir de plus en plus drôle, tu vois, c'était avait un charme fou. On passe à table. On est à table, on est là tous les 6. Sophie était là, Carla était là, et Sarko est là. Il dit à Sophie, je m'adresse à la maîtresse de maison, je suis désolé, mais je vais être très impertinent et très mal poli. J'ai 2 mots à dire à cette jeune femme. Et il prend sa chaise, il se colle contre elle et il lui murmure à l'oreille comme ça. Mais ça dure 20 minutes. Bon, et nous, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où on est? Bon. Et il se remet à sa place et je vois le coup de foudre. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour la femme de ma vie, 44 ans d'amour. Et 5 enfants. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. D'habitude, ils ont 5 femmes. Bon. Et 44 ans d'amour. Bon. Et donc, je vois une sorte de transpiration, tu vois. J'entendais presque les battements de son cœur, tu vois. Bon, je le vois tout blanc, la voix un peu coincée, tu vois. Il se passe un truc, etc. Et effectivement, ils vont complètement oublier le décor, complètement oublier les personnes qui sont là. Et ce murmure qui avait commencé va durer jusqu'à 2h du matin. Et comme dans tous les coups de fil, ils racontent leur vie. Elle dit, oui, mais moi, je veux un enfant.
Il dit, moi, je suis ravi d'avoir un enfant. Puis tu sais, je suis très équipé pour avoir un enfant. Moi, j'ai un médecin. Bon, ça, je vois bien Sciences Po, là. Et elle lui dit, Je vois bien Sciences Po. comme il y a un truc génial, c'est comme le fort de Brégançon est à côté du Cap Nègre, elle lui dit, et alors vous m'espionnez? Et donc, elle dit, moi, je suis très équipé parce que j'ai un médecin qui est là, qui s'occupe de moi en permanence, qui va s'occuper de cet enfant, etc. Après, lui, il lui dit, moi, tu sais, je te fais le pari, je sais que je me suis renseigné sur toi, je sais que tu seras, pas à l'Olympia, je ne sais pas dans quelle salle de Paris, je serai au premier rang et j'aurai un bouquet pour toi. Oh, c'est mignon. Bon. Et puis, ils se disent, mais moi, j'ai envie de t'amener voir le Taj Mahal. Moi, j'ai ceci. Comme deux amoureux de 18 ans, c'est vraiment extraordinaire. C'est trop mignon. Et puis, à 2 h du matin, moi, je dis, moi, je raccompagne Carla. Nicolas me dit, non, c'est moi qui la raccompagne. Dans la voiture, il y avait les flics et tout. Bon. À 2 h 15, elle me téléphone. Elle me dit, je dois te dire que ton mec, c'est pas ce que je croyais. Je crois que j'ai un truc. Mais c'est un grossier personnage parce que je lui ai donné mon téléphone et il m'a pas rappelé. C'était quitté depuis 15 minutes. Le lendemain matin, 7 h du matin, Sarko m'appelle et me dit, écoute, je vais me confondre en excuses auprès de Sophie et de toi, je ne sais pas ce que j'ai eu. Mais moi, je sais ce que tu as eu, tu es amoureux. Tu es amoureux. Bon. Je lui dis, oui, mais d'autant plus amoureux qu'elle aussi. Elle attend ton coup de fil depuis hier, 2 h du matin. Alors, tu es gentil, tu vires tous tes dîners de la semaine, tu vas chez elle, elle va te faire un spaghetti, et tu ne rentreras pas à l'Élysée. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils sont plus amoureux que jamais. Et c'est l'amour fou. Et en plus, c'était les deux personnages qui étaient faits pour se rencontrer. Ils sont tellement... Pourquoi? Mais parce que ils sont hors normes, l'un et l'autre. Elle a jamais trouvé un homme qui puisse la dominer comme un président peut la dominer. Bon, elle a été avec Geiger, avec tous les hommes de la Terre, etc. Mais c'était toujours des rencontres, c'était pas la réassurance qu'amène un homme comme Sarkozy, tu vois, la force, la puissance. Bon. Et lui, en plus, il avait tellement besoin d'oublier son divorce et de retrouver un grand amour perdu. Hein, voilà. Il y a quand même 2 phrases géniales du dîner. C'est Sarkozy qui dit à Carla, à propos de Mick Jagger, « Comment tu as pu rester 8 ans avec un mec avec des mollets aussi ridicules ?» Et la deuxième, je ne sais pas si vous me direz si elle est vraie. Elle est vraie, elle est vraie. La deuxième, c'est Carla lui demande, « Est-ce que tu as une voiture pour me raccompagner ?» Et Sarko dit, « J'en ai même plusieurs devant. » C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bah, tout est vrai, bah, c'est merveilleux. On a fini sa love story de l'année. Très bien. Écoutez, Champagne. alors, on va faire de la pub. Jacques Séguéla, ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire. On a beaucoup parlé d'écologie ce soir. Tu avais la tenue, Simon. Je suis venu en tenue écolo. On a eu le fond, il manquait... Merci beaucoup, Jacques Séguéla. Voilà, à lire absolument. À lire absolument. Parce aux éditions Coup de Cœur. On ne peut pas laisser l'écologie dans les mains des écologistes. Ils vont rater leur coup. Hein, il faut qu'ils continuent à faire leur boulot, mais il faut que tous les terriens se donnent la main si on veut sauver la Terre. Et elle va très mal, la Terre. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Restons dans l'avion. Chers amis, merci beaucoup, Jacques Séguéla. Merci beaucoup à Audrey. Et salut et fraternité. Bravo. Waouh, waouh, waouh.